Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez fascinante qui pose une question, disons, provocatrice. Oui. Bonjour. Comment un idéal comme le panafricanisme, qui est à la base un projet d'unité, d'émancipation, Un projet très noble. peut-il être, selon certains, dévoyé à notre époque, à l'ère du numérique? C'est exactement ça. La source qu'on explore aujourd'hui avance une thèse assez forte. Ce projet serait devenu un terrain de jeu pour des manipulations idéologiques. Et pour illustrer ça, le texte ne reste pas dans la théorie, il prend deux exemples très concrets. Oui, deux figures très médiatisées dans l'espace francophone. Deux influenceurs politiques qu'on ne présente presque plus. Franklin Nyamsi et Nathalie Yamb. D'accord. Et l'objectif de l'analyse, c'est quoi? C'est de proposer une sorte de grille de lecture pour juger de leur engagement. C'est un peu ça, une grille pour évaluer, selon les critères de l'auteur bien sûr, l'authenticité de leur combat. Et tout de suite, l'analyse met sur la table un détail qui peut paraître anodin au premier abord, mais qui va être la clé de tout le raisonnement. Exactement. C'est leur origine commune. Ils sont tous les deux camerounais. Voilà, tous les deux originaires du Cameroun. Et l'auteur prend bien soin de nous rappeler le contexte. Un pays dirigé, et je cite ces termes, par l'une des dictatures les plus anciennes du continent, en place depuis plus de 40 ans. Donc si je comprends bien, la critique ne va pas porter sur ce qu'ils disent, mais plutôt sur ce qu'ils ne disent pas. C'est le cœur de l'argument. L'auteur va chercher le point aveugle. Et ce point aveugle, ce serait leur propre pays. C'est une accusation d'hypocrisie en fait. C'est très direct, oui. Pour l'auteur, ce n'est pas un détail, c'est le test décisif. Il avance que ni l'un ni l'autre ne consacre une part visible de son combat à dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Et ce silence, ce décalage, serait le symptôme de ce que le texte appelle un panafricanisme de façade. C'est ça. Alors, allons-y. Commençons par le premier cas, Franklin Nyamsi. Le texte le présente comme un ancien professeur de philosophie, devenu une voix très suivie sur les réseaux. Oui, une voix qui se revendique clairement du panafricanisme. Mais l'analyse vient tout de suite nuancer ce portrait, elle le fait en plusieurs points. Ok, quel est le premier point? Le premier, c'est ce que l'auteur nomme un soutien sélectif. Il prend l'exemple de ses liens avec Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, que le texte décrit comme une figure politique, disons, controversée. Et l'idée, c'est que son engagement panafricaniste s'allumerait ou s'éteindrait en fonction de ses alliances politiques. C'est un peu l'idée. Mais, attendez une seconde. Un intellectuel engagé, un militant, a le droit d'avoir des alliances, non? Qu'est-ce qu'il y a de si problématique là-dedans selon la source? C'est une bonne question. Le problème pour l'auteur, ce n'est pas l'alliance en elle-même. C'est le manque de cohérence que ça révélerait. Ah, d'accord. Il soutient que Nyamsi critique, par exemple, très violemment certaines oppositions en Afrique, mais qu'il se montre bien plus indulgent avec des régimes qui sont proches de ses réseaux. Et c'est de là que vient l'expression que le texte utilise? Voilà, l'expression de panafricanisme à géométrie variable. C'est parlant. Une idéologie un peu à la carte. Et j'imagine que c'est là que la question du Cameroun revient en force. On y est. C'est le point central de l'argumentation. Le texte pointe ce qu'il décrit comme un silence quasi total sur la situation dans son propre pays. Et il donne des exemples concrets. Oui, il énumère une liste de faits très graves. Il parle de villages anglophones brûlés, d'exécutions extrajudiciaires, de journalistes assassinés comme Martinez Zogo, d'élections truquées. Une situation vraiment explosive. Et donc, l'argument de la source, c'est que le test ultime pour un panafricaniste, ce serait de s'attaquer à l'oppression qu'il a en quelque sorte sous les yeux, chez lui, et que lui ne le ferait pas. C'est exactement ça. Et c'est une accusation qui est extrêmement lourde. Pour l'auteur, ce silence invalide un peu tout le reste. D'accord. Et il y a un dernier point ? Oui, le dernier point porte plus sur la forme, sur sa posture. Le texte décrit sa rhétorique comme quasi messianique. Messianique. Oui, où il se mettrait en scène comme un guide intellectuel, une sorte de prophète. Et l'auteur dit que c'est un schéma de communication assez classique dans les mouvements populistes, pour éviter la contradiction en fait. Bon, le portrait est sévère. Passons à Nathalie Yamb. Est-ce que l'analyse lui applique la même grille de lecture? La logique est très similaire. Nathalie Yamb, que le texte surnomme la Dame de Sochi. Oui, en référence à son fameux discours très anti-français au sommet Russie-Afrique. Voilà. Elle est devenue extrêmement populaire pour ses positions très virulentes contre ce qu'elle appelle l'ingérence occidentale. Surtout française. Son discours a un écho énorme, c'est clair, il parle à beaucoup de monde. Mais qu'est-ce que la source lui reproche au fond? De se tromper de cible? Non, c'est plus subtil. L'analyse ne dit pas que son combat est illégitime. Elle lui reproche d'être incomplet. C'est-à-dire... Selon le texte, en focalisant toute la lumière sur la France, sur l'Occident, le franc CFA, elle laisserait complètement dans l'ombre les dictateurs locaux. Ah, je vois.
Le texte utilise une autre formule assez forte. Elle lutterait contre l'impérialisme extérieur, mais elle oublierait l'impérialisme domestique, l'oppression des peuples par leurs propres dirigeants. Précisément. C'est la critique d'un combat avec des œillères, en somme. On regarde très loin pour ne pas voir ce qui est juste à côté. C'est l'angle de l'analyse, oui. Et donc j'imagine, comme pour Niamsi, le texte revient sur le Cameroun comme preuve ultime. Inéluctablement, c'est le point crucial de l'analyse la concernant. L'auteur insiste sur son silence quasi total sur la situation dans son pays d'origine. Pays qu'il décrit comment déjà? Comme, je cite, l'une des pires dictatures du continent. Il mentionne les massacres, la torture, les disparitions de journalistes. Et il pose la question. Oui, il pose la question, comment peut-on vouloir libérer l'Afrique et se taire sur les crimes commis dans son propre pays? Pour l'auteur, c'est une contradiction qui est insurmontable et qui remettra en cause la sincérité du combat. Voilà. Et sur sa méthode de communication, la source dit quelque chose. Oui, c'est le dernier point. L'analyse suggère que son influence repose sur une com très radicale, faite de phrases chocs, d'attaques frontales. Le style très efficace des réseaux sociaux? Exactement. L'argument, c'est que cette méthode est faite pour polariser, pour créer une communauté de fans très soudée, mais peut-être pas pour encourager une vraie réflexion de fond sur les stratégies complexes de libération. D'accord. Donc on a deux études de cas qui suivent, selon cette analyse, un schéma très similaire. Mais au-delà de ces deux personnes, quelle est la conclusion plus large que tire l'auteur sur ce qu'il appelle le faux panafricanisme? C'est là que l'analyse prend toute son ampleur. Pour l'auteur, ce n'est pas juste une coïncidence ou une faiblesse personnelle. Ce serait une stratégie. Une stratégie. Il avance que ce faux panafricanisme est devenu une véritable arme géopolitique. Une arme? C'est-à-dire, comment ça marcherait? C'est une sorte de diversion? C'est exactement ça. Le texte décrit un mécanisme en 3 temps. Le premier, c'est détourner l'attention. Ok. En concentrant toute la colère, tout le débat sur un ennemi extérieur facile à identifier, la France, l'Occident, on évite de parler des tyrans locaux. Qui sont, selon la source, les premiers responsables des problèmes. C'est ce que l'auteur soutient, oui. C'est la stratégie du bouc émissaire, en fait. Une technique vieille comme le monde, mais adaptée à l'ère numérique. Et ça permet, et c'est le deuxième temps, de canaliser la colère populaire. La frustration des jeunes, le chômage, le manque de futur, toute cette énergie est dirigée vers l'extérieur. Et pendant ce temps, à l'intérieur, les régimes en place peuvent continuer leurs pratiques sans être trop inquiétés. Voilà, à l'abri des regards. C'est la thèse. Et la troisième fonction de cette arme, elle semble encore plus calculée. Oui, il s'agit de créer des boucliers idéologiques. L'auteur soutient que ces influenceurs, avec leur audience énorme, deviennent des voix très utiles pour certains régimes. Utile comment? Soit pour renforcer leur propre légitimité, en reprenant leur discours souverainiste, soit pour affaiblir les oppositions démocratiques qu'on accuse souvent d'être à la solde de l'Occident. En résumé donc, cette analyse nous livre une critique au vitriol, non pas de l'idéal panafricaniste en soi, Non, l'idéal n'est pas remis en cause. mais de ce que l'auteur voit comme son instrumentalisation, son détournement. Le grand danger, ce serait qu'un discours de souveraineté serve en fait de paravent pour protéger des régimes autoritaires. La conclusion du texte est vraiment sans appel. L'auteur dit que l'Afrique n'a pas besoin de ce qu'il nomme des pseudo-panafricanistes sponsorisés. Mais de quoi alors? De courage, de vérité et surtout de cohérence. Et il termine sur cette idée, qui résume toute sa pensée: un vrai panafricaniste combat l'injustice partout. Et il commence par celle qui frappe son propre peuple. Cette analyse est tellement tranchée qu'elle laisse avec une question de fond. Une question qui dépasse les cas de Niamsi et Yamb. Oui, et c'est peut-être ça le plus important finalement. C'est-à-dire? La question plus large que ça soulève, c'est, à notre époque, à l'ère de l'influence numérique, où n'importe qui peut se construire une audience de millions de personnes, comment fait-on la différence? La différence entre un véritable combat pour l'émancipation Et une simple posture idéologique qui serve d'autres agendas, qu'ils soient personnels, politiques ou géopolitiques. Quels sont les nouveaux critères, en fait, pour évaluer l'authenticité d'un engagement? C'est un défi immense pour notre époque.